La bataille de Cameron. Si je tiens à vous parler de cette bataille, c'est parce qu'elle fait partie de ma vie. Oui, je suis fille de légionnaire. Nous avons eu d'autres Cameron, l'Indochine, mais aussi l'Algérie. L'Algérie, où, à Sidi Bel Abbès, la Légion était fêtée admirablement tous les 30 avril. Après 1962, nous avons toujours eu pour devise honneur et fidélité. La bataille de Cameron est un combat qui opposa une compagnie de la Légion étrangère aux troupes mexicaines le 30 avril 1863, lors de l'expédition française au Mexique. 62 soldats de la Légion, assiégés dans un bâtiment d'une hacienda du petit village de Camarón de Terreda, résistèrent plus d'une journée à l'assaut de 2000 soldats mexicains. À la fin de la journée, les 6 légionnaires encore en état de combattre, à court de munitions, chargèrent les troupes mexicaines à la baïonnette. Cameron est donc célébré chaque année comme un haut fait de la Légion étrangère le 30 avril dans toutes ses unités. Le 29 avril 1863, au Mexique, le colonel Jeannin Gros, commandant un contingent de légionnaires, reçut l'ordre d'assurer la protection d'un important convoi parti de Veracruz, protection à effectuer jusqu'à Chiquihuite. Bien renseigné, le colonel mexicain de Paola Milán, chef des troupes mexicaines donc, voulait absolument s'emparer de ce convoi destiné au siège de Puebla. Il contenait en effet du matériel d'artillerie, plus 4 millions de francs en or, en liquide. La 3e compagnie de légionnaires était composée de 62 hommes et de 2 officiers sous les ordres du capitaine d'Anjou. Cette compagnie eut pour mission de déceler d'éventuelles embuscades des Mexicains, attendant le convoi entre Chiquihuite et Palo Verde. La compagnie se mit donc en route le 30 avril à 1h du matin. À 5 heures, elle arriva à Cameron, un hameau désert se composant de ruines groupées autour d'une hacienda, aux toits de tuiles, aux murs blanchis à la chaux, comprenant un corral intérieur. D'Anjou enregistrait la topographie de ces lieux, mais ce n'est qu'à Palo Verde qu'il ordonna de faire halte, afin que les hommes puissent préparer un café avant de continuer leur mission. Ce café, ils ne le burent jamais. Un « aux armes » retentit quand des cavaliers mexicains furent aperçus. Immédiatement sur pied, la 3e compagnie s'engagea en direction des cavaliers, vers le nord. Puis refusant d'aborder une zone boisée à risque, D'Anjou fit revenir ses hommes dans la direction de Cameron. La compagnie abordait le hameau en forme de pince quand un homme tomba soudain. Le tir provenait du hameau. La foule commença lorsque les cavaliers furent aperçus à moins de 300 mètres cette fois. En homme de tête, D'Anjou se s'insérait impondéré à la main gauche toujours gantée. En effet, elle était un peu raide parce qu'elle était en bois. D'Anjou donc opéra aussitôt, avec ses hommes, une stratégie de formation en carré. Les Mexicains se préparaient pour donner la charge. Ils pouvaient apercevoir les képis de leurs ennemis formés en carré, complètement immobiles. Les cavaliers partirent au petit trot, en 2 colonnes, pour prendre le carré en tenaille. Ce carré qui semblait être constitué de statues de pierre. À une centaine de mètres, les Mexicains chargèrent, toujours impassibles. Les légionnaires se mirent à tirer seulement quand les chevaux ne furent plus qu'à une 30aine de mètres. La charge mexicaine vola en éclats et dut refluer sous les tirs nourris des soldats. Ce fut un premier échec, mais il ne restait aux hommes de D'Anjou que leurs cartouches personnelles. Les mulets s'étaient échappés avec les provisions et les gourdes ne contenaient pratiquement plus d'eau. Les Mexicains se remirent en formation sur la hauteur qu'ils occupaient pendant que les légionnaires rejoignaient une colonie de cactus derrière laquelle ils reprirent leur formation en carré. Le signal de la 2e charge fut donné et les cavaliers furent à nouveau très nombreux à tomber sous la seconde salve des légionnaires avant le retrait sur la hauteur. D'Anjou et ses hommes s'élancèrent alors, baïonnettes au canon, vers l'hacienda
où ils eurent un bref répit avant de se faire complètement encercler. Chacun avait pris position selon le plan établi par Danjou, mais ces positions étaient délicates, particulièrement celle des soldats retranchés dans l'une des chambres, véritable fournaise. Les autres étaient postés à l'extérieur dans le corral, à des points stratégiques, mais pouvant être atteints par des tireurs installés dans les autres chambres ou attaqués de l'extérieur de l'hacienda. Ils étaient si nombreux en face. Il était 9 heures et le combat allait se dérouler à 60 contre les 1000 Mexicains du colonel Milan. À 9h30, un officier mexicain agita un drapeau blanc pour proposer aux légionnaires de se rendre en échange de la vie sauve. Étant donné le grand nombre des assaillants, Danjou refusa. Il fallait tenir pour gagner du temps. Le précieux convoi aurait ainsi le temps de se mettre à l'abri. La lutte commença aussitôt. Le capitaine allait d'un groupe à l'autre pour encourager ses hommes. Et vers 11 heures, alors qu'il revenait de la chambre fournaise, il tomba sous le feu mexicain. En plus du combat, le supplice de la soif commença, accentué pour les survivants, de moins en moins nombreux, par la mise à feu de paille et tiges de maïs séchées destinées à enfumer les derniers résistants. Vers 18 heures, lorsque le 3e officier fut blessé, il ne restait plus que 3 légionnaires vivants. Le combat cessa. La vie fut accordée à ces 3 hommes sortis de l'enfer et considérés comme des héros par leurs propres ennemis. Le colonel Milan avait même dit « Ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons ». Combat qui avait duré 9 heures, comparable plutôt à 9 jours ou 9 mois pour mettre au monde, s'il le fallait, la renommée de ces hommes. La main de bois du capitaine d'Anjou fut rapportée plus tard à Belabès. Elle fut placée dans un coffret en verre et exposée au musée du souvenir de la Légion. Ce musée était situé à côté du quartier Vienno et abritait des trophées innombrables, témoignages des différentes campagnes dans le monde entier, exposés dans les salles d'honneur. À Belabès, le 30 avril, c'était donc une immense fête. La ville prenait un air joyeux, les commerces fermaient leurs portes, la population endimanchée se pressait pour assister à une grandiose prise d'armes, suivie d'un défilé au cours duquel elle pouvait acclamer ses légionnaires. Si nous pouvons imaginer cette bataille de façon si précise, c'est parce que le tambour de la compagnie, un Italien qui s'appelait Casimir Lai, avait été laissé pour mort sur le terrain. Il ne fut retrouvé plus tard que par un éclaireur de la colonne de secours. C'est donc grâce à lui que nous connaissons les détails de cette bataille. Qui sait si l'inconnu qui dort son l'arche immense, mêlant sa gloire épique aux orgueils du passé, n'est pas cet étranger devenu fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Ces vers sont extraits d'un poème de Pascal Bonetti qu'il écrivit en 1920.